Merci pour l'invitation et merci pour la tâche que vous nous avez soumise. Donc, comment j'ai procédé, en fait? Je suis reparti de quatre questions, de quatre points qui avaient été suggérés par les organisateurs. La question du sens des savoirs scolaires, ensuite la question du curriculum, ensuite la question des prescriptions sur les apprentissages, et puis enfin la question des inégalités et des valeurs. Voilà la structuration de mon texte, enfin de mon intervention. Et j'ai été chercher dans les différentes propositions, dans les 7 propositions qui ont été faites, des éléments qui viennent étayer ce propos, mais dans lequel je vais mettre une lecture personnelle, en fait. Hein. Donc pas dans le sens critique, mais je vais chercher des appuis dans les textes. Voilà, alors la première question, c'est celle du sens des savoirs scolaires. Et cette question du sens, effectivement, est une question ancienne et importante qui peut être vue soit du point de vue de l'institution, soit du point de vue des élèves. Et là, dans son texte, Elisabeth Bauthier parlait de la question de la norme. Et je voulais commencer par cette question-là. Ça m'a évoqué une approche d'un jeune philosophe de l'éducation qui s'appelle Xavier Roth, qui est sur Aix-Marseille actuellement, qui pose cette question-là, qui est fondatrice dans son travail, c'est peut-il y avoir une éducation sans normes? Alors comment résoudre en fait cette question de la norme? Moi, je fais référence là des travaux anciens de Durkheim. Je vais chercher chez Émile Durkheim des éléments de réponse, en tout cas. Avec chez Durkheim, cette double mission qui est en tension, voire en contradiction, en fait, dans le cadre de l'école, c'est-à-dire une nécessaire transmission d'une génération à une autre de la norme en vigueur de la génération précédente. Et en même temps, il y a besoin, et donc c'est dans le en même temps là que résulte la tension, il y a besoin de donner les clés à cette nouvelle génération dont l'école a la charge, les clés qui vont lui permettre d'élaborer ou de faire évoluer les normes en vigueur, contexte nouveau, puisque chaque génération se retrouve dans une époque nouvelle. Et c'est cette élaboration nouvelle qui vient percuter en fait la question de la norme. Et je rappelle au passage que dans les écoles de formation, ça s'appelait bien école normale. Hein. Donc la question de la norme est pour moi fondamentale là-dedans de l'époque actuelle. Et cet ensemble qu'évoque Marilyn Kokide hein, dans son texte, dans lequel évidemment je me retrouve, c'est-à-dire la question des éducations A, qui serait en fait une tentative, une forme de réponse institutionnelle à cette adaptation de l'école au temps contemporains qui sont marqués par les enjeux environnementaux, les enjeux de santé, etc., qui sont interconnectés d'ailleurs. Et voilà, ça serait cette manière-là pour l'institution d'y répondre à ces clés, et c'est bien ce que réclament aussi les élèves, et c'est ce qu'on voit dans nos propres recherches. Hein. Qu'est-ce que nous disent les élèves de lycée, là, c'était des élèves de lycée? Eh bien, d'une part, arrêtez de nous évaluer en permanence. Et la deuxième chose qu'ils nous disent, et qui est assez partagée, c'est donnez-nous les clés de compréhension du monde contemporain afin qu'on trouve des solutions collectivement. Et ce qui veut dire que c'est leur attente et que l'école n'y répond pas. Alors, bien sûr, du coup, ces éducations, elles posent la question des contenus et de la légitimité des contenus, puisqu'on on ne retrouve pas forcément la légitimité académique, universitaire sur ces enjeux-là, et les enseignants eux-mêmes ne sont pas formés directement là-dessus, parce qu'ils ont une formation disciplinaire, en tout cas pour le second degré. Et donc, c'est la question de la légitimité des contenus hein, que Yves Rother insiste en tant que didacticien, et je partage l'importance des contenus. Et ces contenus, on peut les voir simplement sous la forme d'une actualisation
et puis ce qui conduit, selon Yves, à une conscience disciplinaire, mais on peut on peut poser au-delà la signification, en fait, Marilyn, hein, dans son texte, c'est l'idée que qu'est-ce que signifient ces savoirs? Et donc, finalement, le cours de sciences, qui est davantage souvent un cours d'explication, d'explicitation, oublie de donner la signification, ce qui va donner le sens, en fait. Et ce que Elisabeth Gauthier reprend à Jean-Pierre Assolfi, la question de la saveur des savoirs. C'est-à-dire, quelle est la fonction de ces savoirs? Et comment on peut les organiser et sous quelle forme de discipline, parce que les disciplines existantes sont issues d'un héritage, l'héritage du passé, et cela vient rencontrer là aussi et mettre en tension en fait ces disciplines existantes, scolaires existantes, avec ces nouvelles formes, ces nouveaux parcours que l'institution éducation nationale appelle les éducations à quelque chose, environnement, santé, citoyenneté, etc. Voilà, donc c'est la question de la légitimité. La question de la légitimité, elle a été travaillée par Jean-Pierre Forquin, qui avait distingué deux types de légitimité, une légitimité académique et une légitimité sociale, en fait. C'est la question du patrimoine, du bagage culturel que chaque génération doit donner à une autre. Ça, c'est la légitimité académique. Et puis la légitimité sociale qui insiste sur les clés de compréhension du monde contemporain. Et donc, finalement, il y a toujours eu cette tension, mais elle prend davantage d'importance aujourd'hui. Et donc, finalement, comment on peut lever cette contradiction? Et là, tous les auteurs, les 7 auteurs ont parlé de la question de la forme scolaire, c'est-à-dire l'organisation, en fait, de ces savoirs. Et là, je pense que Joël Lebaume nous donne une piste qui est vraiment importante et intéressante à mes yeux, c'est-à-dire la distinction qu'il fait entre les savoirs contributifs et les pratiques constitutives de ces éducations A. Donc, en fait, elle nous emmène vers une autre forme scolaire qui est concurrentielle avec la forme disciplinaire habituelle. Et donc, ça pose des questions un peu redoutables au final. Mais ce sont bien des questions de curriculum. Et ce qui va me permettre de passer à la deuxième partie de cette intervention, c'est-à-dire en quoi l'idée de curriculum nous aide à penser en fait la question du sens. Là, moi, je trouve chez Odiger comment dire, un élément important qui est la question de la cohérence d'ensemble du ou des curricula. C'est du curriculum ou du curricula, ça c'est aussi une question fondamentale. Et la question de la cohérence, eh bien, elle peut être posée globalement, mais elle peut être posée aussi de façon horizontale entre les différentes prescriptions curriculaires et disciplinaires. Et au-delà de la simple interrogation sur la cohérence qui s'opposerait à une incohérence, on peut aussi s'interroger sur la fragmentation, et je vais y revenir tout à l'heure, mais beaucoup de travaux actuellement portent là-dessus. Je pense en particulier à ceux d'Angela Barth sur cette question curriculaire. Alors là, moi, je trouve des éléments de réponse chez Maradan, avec des travaux qui datent déjà de quelques années, mais qui avait posé comme principe d'élaboration curriculaire et puis également d'analyse curriculaire le besoin de définir à la fois un horizon. Moi, j'aurais tendance à parler plutôt de finalité ou de sens général du curriculum, et puis un plancher, c'est-à-dire les attendus minimaux et essentiels qui se posent à l'intérieur du parcours qui est proposé aux élèves. Et comme le souligne Vincent Troget, il y a des variations historiques de cet horizon et des planchers, c'est ces étapes intermédiaires. Et la question de quels sont les minima que chacun devrait posséder en fait à une époque donnée.
Et du point de vue historique, Vincent rappelle qu'au point de départ, il s'agissait de construire une identité nationale. Et il fait le constat ou l'hypothèse, il pose l'hypothèse d'une fragmentation dans des finalités multiples. Et c'est ce qui souligne en fait qu'il y a actuellement un manque de définition d'un horizon qui soit clair et dans lequel chacun puisse se repérer. Chacun étant évidemment les acteurs, les enseignants et les élèves. Et donc, finalement, cela pose là la question du prescrit, et Gérard Sansevi, dans son article, en parle en insistant sur le fait que les prescriptions sont de nature textuelle et sont dans un sens descendant. Et il propose, et c'est quelque chose auquel j'adhère, l'idée que ce curriculum prescrit descendant, il s'oppose à un curriculum qui serait créé au plus près des activités des acteurs et au quotidien. Ce qu'une collègue brésilienne, qui s'appelle Inès Barbosa de Oliveira, appelle un curriculum de création au quotidien. Voilà, donc ce qui pose globalement la question de la morphologie du curriculum, c'est des relations et des orientations d'ensemble et aussi horizontales qu'il y a dans les différentes parties du curriculum. Et là aussi, il y a une question fondamentale sur laquelle il faudrait arriver à résoudre. S'agit-il d'un curriculum et donc d'un parcours général qui est proposé pour les élèves ou des curriculums multiples? Mais alors, dans ce cas-là, quelle articulation à définir doit-on trouver pour, en tout cas, construire cet horizon commun, puisque il n'est plus donné par l'institution. Et c'est peut-être là aussi une source du perte de sens. Et donc, j'en viens à la troisième partie, qui est la question des prescriptions, des apprentissages prescrits et comme problème de sens. Et là, l'article de Marie-Françoise Bishop est tout à fait éclairante de ce point de vue sur la question de la didactique du français. Elle démontre, dans cet écrit, en s'appuyant sur différents travaux, qu'il y a une tension un peu irrémédiable entre la recherche de la rentabilité de temps et d'investissement du temps consacré à la lecture par les élèves, et en fait, ce qui est réellement demandé par l'institution, qui n'est pas la lecture de texte, mais le format des évaluations, font que finalement, il est plus rentable de ne pas lire ou de lire que partiellement des textes, plutôt que d'aller lire les textes qui sont proposés dans le cadre de cette discipline. Et donc ça pose fondamentalement la question de la finalité de chacune des disciplines et des dérives ou des orientations en fait de chacune d'entre elles. Et ça renvoie également là à cette idée de saveur des savoirs. Et puis Patrick Rayoux, dans sa proposition aussi, souligne à quel point du coup la culture scolaire se trouve en rupture avec la culture qui est majoritaire dans une classe d'âge scolaire actuelle, et pose cette question fondamentale qui serait de définir une culture commune et qui semble un impensé en fait. Actuellement, c'est une question qui n'est plus posée. Donc, ce qui renvoie à la question de la légitimité de Forquin de tout à l'heure, et puis la question de l'horizon et du plancher, pour reprendre la terminologie de Maradan. Voilà, il me semble que ces questions-là sont fondamentales et sont oubliées, en fait, ou ne sont plus posées, mais elles le sont dans ce groupe, et c'est pour ça que j'ai accepté d'y participer. Le quatrième point, c'est la question des inégalités et des valeurs et qui serait à l'origine d'un trouble à la fois chez les élèves et chez les enseignants. Il me semble là aussi, encore une fois, que l'horizon qui semble se dessiner parmi l'ensemble des missions qui sont données à l'école, ça serait celui de la citoyenneté, qui aurait remplacé celui de l'identité nationale, et donc des valeurs républicaines dont l'école a la charge de la transmission.
Mais en même temps, si on réfléchit par exemple à l'égalité, la laïcité en termes de valeurs, on voit que l'école en montre un contre-exemple, puisqu'elle est fondamentalement, c'est ce que montrent les différentes études, enquêtes actuellement, elle est très inégalitaire, et donc la valeur portée est elle-même prise en défaut. Et puis, sur ces questions d'égalité, de liberté ou de laïcité, il y a en fait une diversité d'opinions très importante chez tout le monde, hein, chez les enseignants et aussi chez les élèves. Et il est probable que tout ça est à l'origine en tout cas, de tensions, de perturbations. Pourquoi? Bien parce que en fait, on parle de valeurs républicaines, mais moi, je reprendrai la proposition de Barbara Stiegler, qui est de rappeler qu'il s'agit de principes juridiques, en fait, et non pas directement de valeurs. Et comme dit Xavier Roth, on se retrouve dans une problématique qui est il y a une nécessaire appropriation individuelle de ces principes qui sont collectifs. Et toute la tension résulte de ça. C'est comment on passe de principes collectifs à l'appropriation individuelle qui vient éventuellement heurter ses propres valeurs, les valeurs que chacun porte en soi. Et Xavier Roth, là, lui, propose une démarche qui est celle des antivaleurs qu'il a développée à partir de la conception de ce centre d'éducation qui s'appelle le Corps des Milles à Aix-en-Provence et qui, justement, est basé sur les antivaleurs de la République et donne à voir les antivaleurs de la République comme démarche éducative. Et donc, voilà, c'est l'objet aussi de tensions qui sont assez fortes, hein, je pense, dans les établissements scolaires actuellement. Voilà, donc je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps, mais j'arrive à ma conclusion. Ma conclusion, c'est qu'il y a besoin de débattre hein, collectivement sur la définition de cet horizon commun qui permettrait de donner du sens au curricula actuel. Parce que ce non-repérage, en fait, par les différents acteurs font que chacun se retrouve un peu perdu, en fait. Hein. C'est quoi la mission de chacun des enseignants ou des disciplines actuellement? L'institution n'y répond pas réellement, et c'est plutôt donc la fragmentation qui l'emporte plutôt que sur la recherche de cohérence générale. Et l'autre question fondamentale, ça serait donc la question du plancher, des planchers intermédiaires en fonction des niveaux, et donc des éléments de la culture commune qui est à transmettre. Et enfin, pour chacune des disciplines, c'est la question des savoirs, des saveurs, la saveur des savoirs, et donc la fonction des savoirs qui ne peut plus ou ne peut pas être simplement des éléments théoriques que l'on cumule pour restituer dans des évaluations. Finalement, ces savoirs, ils servent à quoi? C'est ce qui est la question fondamentale du point de vue de la culture et du point de vue de la compréhension des enjeux d'aujourd'hui. Voilà, je pourrais prendre des exemples dans la table ronde si nécessaire. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire dans mes commentaires de ces 7 textes très intéressants.